En manchette ce soir, le gouvernement ne compte pas accommoder la fonderie Horn. Malgré l'annulation du projet Aeris, Glencore est tenu d'atteindre ses cibles d'émissions. C'est pas ce qu'on souhaitait entendre. En toute franchise, je ne m'attendais pas à ça. On est en train d'encore une fois repousser les échéanciers. De plus en plus de familles se tournent vers les organismes communautaires. Et le centre de jour pour personnes itinérantes à Rouyn-Noranda ferme pour la période estivale. Bon début de soirée, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA 18h. On débute dans le dossier de la fonderie Horn. Après l'abandon du projet de modernisation Aeris, le gouvernement ne prévoit pas d'ajustement en faveur de Glencore. Certains doutent que l'entreprise respecte ses cibles d'émissions. Un reportage d'Alexis Dumont. La décision de la fonderie Horn de renoncer au projet de modernisation d'Aeris crée une onde de choc ici dans la région. J'ai été surpris. Les gens de la fonderie m'ont informé de la situation lundi, justement. Et en toute franchise, je ne m'attendais pas à ça. Nos attentes vont être très, très, très élevées parce que la population, ce qu'elle souhaite, c'est l'atteinte des cibles le plus rapidement possible. C'est la santé de nos gens, alors le dossier va être suivi de très près. C'est fâchant qu'ils aient attendu autant pour bouger. Comme là, ils ont bougé ils ont réduit à 45 grâce à des filtres à peu près, puis des dômes. Ils sont toujours à... Il faut pousser, pousser, pousser. Alors, c'est toujours la même histoire. Des retards dans les objectifs pourraient être à prévoir. On voit un retard d'environ 18 mois sur l'atteinte de la prochaine cible du 15 nanogrammes par mètre cube. Nos gens, actuellement, sont quand même mobilisés par regarder qu'est-ce qui peut être fait pour mitiger. Mais pour être transparent avec vous, actuellement, oui, on voit un écart de 18 mois. Plusieurs, dont la porte-parole du comité d'accès rejets toxiques, se disent frustrés des retards prévus par la fonderie dans son objectif d'atteindre 15 nanogrammes par mètre cube et espèrent que le gouvernement ne reculera pas sur sa décision. J'ai l'impression que c'est le jour de la marmotte. On est en train d'encore une fois repousser les échéanciers, ou en tout cas tenter de les repousser. C'est que ça, c'est vraiment pas acceptable. Déjà que c'était pas très satisfaisant ce qui avait été accepté par le gouvernement. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue l'affirme, pas question pour Québec de reculer sur son objectif. On demande à ce que l'autorisation soit respectée telle qu'elle est, c'est-à-dire dans le respect des normes des atteintes de l'objectif de 15 nanogrammes pour 2028 et dans le délai. Donc, il n'est pas question de revenir sur l'autorisation. Elle a été signée en bonne et due forme en 2023, donc on maintient l'autorisation telle qu'elle est. En réaction, le cabinet du ministre de l'Environnement mentionne que l'objectif du 15 nanogrammes par mètre cube demeure et qu'un plan d'atteinte de la norme du 3 nanogrammes par mètre cube est attendu pour 2027. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Alors que de plus en plus de familles se tournent vers les organismes communautaires pour répondre à leurs besoins, une nouvelle campagne de sensibilisation destinée à la population pour faire reconnaître le rôle crucial de ces ressources voit le jour. Élise Tessier nous en dit plus. L'an dernier, 15 des familles québécoises ont utilisé les organismes communautaires familles, les OCF, qui offrent des services essentiels. C'est vraiment un pilier important là, pour notre communauté. Puis en fait, je crois qu'il faut mettre ça de l'avant. Il ne faut pas oublier le communautaire. C'est bien le réseau, mais le communautaire est très important aussi. C'est vraiment important. Chaque famille devrait venir bénéficier de la maison de la famille. Il y a beaucoup d'ateliers aussi pour les enfants plus jeunes, pour la stimulation au niveau du langage, la motricité. Fait que, dans le fond, ça aide beaucoup les familles dans tout plein de domaines, là. L'objectif principal de la campagne de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles est de faire connaître le rôle essentiel des OCF et obtenir un financement adéquat et récurrent. Oui, bien, tu sais, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on dit que les maisons de la famille sont importantes et qu'on a besoin d'avoir plus de financement. Fait que c'est sûr que nous, avoir la FQOCF en arrière de nous pour essayer de faire valoir qu'est-ce que ça apporte aux familles, ça nous touche beaucoup parce que ça fait longtemps que c'est une réalité ici de manquer de financement pour subvenir aux besoins de toutes les familles. Face à l'augmentation du coût de la vie et aux inégalités sociales, les organismes deviennent de plus en plus sollicités. Pour offrir les services tels qu'ils sont demandés, là, pour vraiment répondre aux besoins, on aurait besoin d'avoir quasiment le double des employés ici. On a quand même une équipe qui a beaucoup été bonifiée, qui a grandi. Chaque personne ne chôme pas, je vous le confirme. À Val-d'Or, le nombre de familles a doublé en l'espace de 4 ans. Depuis les 4 dernières années, on a noté une augmentation de 200%
des familles membres à la Maison de la famille. Fait que dans le fond, si on recule il y a 4 ans, il y avait comme 221 familles membres. Puis aujourd'hui, on est rendu à 485 familles membres, là. Et ça fait en sorte qu'il faut offrir plus de services, plus d'activités. On aurait besoin de plus de personnel aussi pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là. Puis malheureusement, ben, les sous ne sont pas tout à fait au rendez-vous, donc c'est difficile d'engager des nouvelles personnes, là. La Maison de la famille de Val-d'Or prévoit accueillir encore davantage de familles nécessitant ces services l'année prochaine. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et le centre de jour à Cabane à Rouyn-Noranda prend une pause pour la période estivale. L'organisme n'accueillera donc plus de personnes en situation d'itinérance dès dimanche prochain, et ce, jusqu'à la mi-septembre. La Maison du Soleil Levant explique devoir prendre cette pause en raison d'une baisse de fréquentation, mais aussi d'un manque de financement. L'organisme en profitera aussi pour faire le bilan de ses premiers mois d'activité. Par contre, tous les autres services de la Maison Soleil Levant, tels que le refuge de nuit, seront toujours accessibles. On a décidé, nous, de privilégier d'accueillir les personnes qui étaient les plus vulnérables. Donc, on accueille toujours des personnes au niveau de la rue Riley. Puis moi, de mon côté, je vais ouvrir 2 espaces, en fait, d'accueil pour pouvoir aussi orienter les personnes qui vont être au refuge, mais qui ne vont pas bénéficier d'autres services de la Maison du Soleil Levant. Je vais être en mesure de les accueillir, de les orienter vers les autres services, puis également de leur offrir un suivi psychosocial avec les intervenants de la Maison du Soleil Levant. Alors moi, je suis plutôt rassurée parce que lorsque les gens ne voient moins, c'est le partenariat qu'on a développé avec les autres acteurs du centre-ville, hein, donc la ville, la SQ, avec aussi les travailleurs sociaux du réseau. Donc on travaille de concert pour essayer de bien accompagner ces personnes, qu'elles soient prises en charge quand il y a des besoins, que les gens restent en sécurité, hein, que les citoyennes, citoyens restent en sécurité, puis aussi que les personnes concernées puissent recevoir des services. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait « Fréquentez-vous les organismes communautaires de la région? » Et vous avez répondu non à 79 %. Dans les faits divers maintenant, la Sûreté du Québec tente de localiser un individu qui était détenu à l'hôpital de Malartic et qui s'est évadé hier. Il s'agit de Tyson Emric Chachet, 22 ans, de Lac-Simon. Il mesure 5 pieds 11 pouces, pèse 180 livres, a les cheveux noirs et les yeux bruns. La dernière fois qu'il a été vu en quittant le centre hospitalier, il était habillé tout en noir. Si vous croyez l'apercevoir, ne l'approchez pas et contactez le 911. On termine les faits divers avec la Sûreté du Québec qui demande l'aide du public pour retrouver un adolescent de 16 ans de Val-d'Or. Emilio Pucachich a été vu pour la dernière fois vendredi dernier alors qu'il quittait son lieu de résidence du boulevard Forêt. Vous le voyez à l'écran, il mesure 5 pieds 10 pouces, pèse 170 livres, a les cheveux et les yeux noirs. Si vous croyez apercevoir l'individu, vous devez contacter le 911. Et dans une autre affaire, Francis Jalbert, un homme de 40 ans de la Sarre, a été arrêté hier matin pour possession de pornographie juvénile. La Sûreté du Québec a réalisé une perquisition au domicile du suspect sur la rue Langlois. Du matériel informatique a été saisi pour analyse. Francis Jalbert a été rencontré par les enquêteurs et a comparu par voie téléphonique hier en fin de journée. Il a été libéré avec des conditions. D'ailleurs, si vous détenez de l'information au sujet de l'exploitation sexuelle des jeunes, vous pouvez communiquer avec cyberraid.ca. Et à Rouyn-Noranda, la rue Joseph-Guillot, dans le quartier des Vins, sera renommée. Elle s'appellera maintenant la rue Aurore-Bégin. Après des polémiques entourant l'ancien prêtre Joseph Guillot, notamment des allégations sexuelles, la ville a pris la décision de faire ce changement. Aurore Bégin aura été une femme marquante dans l'histoire de l'ancienne municipalité des Vins. Elle a été la première garde malade et aurait mis au monde pas moins de 500 enfants. Pour les prochaines étapes du changement de nom, la commission de toponymie devra confirmer le choix et les citoyens de ce secteur seront aussi informés afin de faire leur changement d'adresse. Et 12 millions de dollars, c'est ce que réclament les transporteurs scolaires au ministère de l'Éducation. C'est pour mieux les aider à supporter le virage électrique des autobus imposé par le gouvernement du Québec. La Fédération des transporteurs par autobus dénonce que les règles budgétaires ont changé dernièrement, ce qui fait en sorte que certains roulent à perte. Le montant réclamé a été calculé selon la réduction de la mesure de soutien à l'électrification du transport scolaire.
Et dans le dossier SAC-CLIC, la commission d'enquête sur le fiasco de la transformation numérique de la société d'État se poursuivait aujourd'hui, notamment avec le témoignage d'un ancien cadre aux finances qui s'assurait des règles contractuelles. Et Isabelle Laplante résume la journée. C'est mon alter ego là, qui pose des questions. Alors, j'exige des réponses. Le ton a durci au deuxième jour du témoignage de l'ancien VP aux finances de la SAC. Yves Frenette, qui était aussi responsable de l'observation des règles contractuelles, a d'abord été questionné sur les préoccupations soulevées en février 2017, quelques mois avant la signature du contrat de 458 millions de dollars avec l'Alliance. Notamment, la réduction de 730 000 heures de travail entre la première et la deuxième soumission de l'Alliance et l'absence d'une simulation prévue avant la mise en service à l'hiver 2023. Vous êtes le RAC, là. Ouais. Alors, vous avez le pouvoir de tout arrêter ça, là. On m'indique que c'est des risques prospectifs. Est-ce que je me trompe en disant, pour la SAC, c'était pas une option d'arrêter ça, là? C'était pas une option d'arrêter ça. C'était pas une option, oui. On est rendu à vouloir passer à l'autre étape. Malgré ces risques-là. Malgré ces risques-là en les gérant. Hier, le témoin décrivait le responsable du projet CASA, Carl Malenfant, comme une Formule 1. Je ne veux pas arriver à la fin du livre, là, mais manifestement, ils n'ont pas compris là, au dialogue compétitif. Là. On peut aller. Ça, c'est la Formule 1 qui est rentrée dans le mur, là. On s'entend, là? Questionné à savoir si la PDG de l'époque, Nathalie Tremblay, a été informée des risques soulevés par le comité de sélection. Il n'y a pas eu, comme de l'habitude, une note ROC à la présidente et chef de la direction sur OnePay. Pourquoi? Elle avait de l'information verbale additionnelle. Comme je l'ai dit, elle n'est pas documentée. Mme Tremblay était suffisamment informée pour prendre une décision éclairée, à savoir permettre l'adjudication. À mon sens, oui. Le témoin a aussi été appelé à qualifier la relation entre la direction de la vérification interne et Carl Malenfant, VP aux technologies de l'information. Je calculerais de très difficile. Donc, Carl Malenfant aurait dû prendre une posture beaucoup plus d'ouverture par rapport à la direction de la vérification interne, selon moi. Dans son interrogatoire, la procureure tentait de comprendre ce qui a été fait pour régler la situation. M. Malenfant s'appelle l'autorité de Mme Tremblay. Par exemple. On peut dire ça, oui, comme ça. On peut dire ça. Le témoignage d'Yves Frenette doit se poursuivre pour une troisième journée, dès 9 h demain. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le Festival de musique émergente a dévoilé une partie de sa programmation. Après la pause, on vous dévoile qui vous pourrez voir cet été en spectacle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Tenue à la Sarre le 7 juin, la grande journée des petits entrepreneurs, organisée par le Carrefour Jeunesse Emploi et la SADC d'Abitibi-Ouest, a permis à 70 jeunes regroupés en 40 entreprises de participer à une occasion de vente aux consommateurs de leurs produits. Soutenir l'entrepreneuriat chez les jeunes favorise la réussite scolaire, oriente le choix de carrière et prépare la relève en entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, Justine, le Festival de musique émergente a dévoilé une partie de sa programmation ce matin. C'est Claude Pelgag, Ariane Roy, Jay Scott, les Trois Accords et plusieurs autres qui fouleront la scène extérieure du FME Anthony du 28 au 31 août prochain. Pour sa 23e édition, l'événement unique en plein cœur de Rouyn-Noranda vous promet plusieurs spectacles pour faire briller et mettre en valeur la musique émergente. Et il y a 3 types de passeports qui sont disponibles cette année. Vous pouvez aller les consulter sur le site du festival et ils sont en vente dès maintenant. Alors dépêchez-vous à aller vous les chercher tout de suite. Et même s'il y a plusieurs gros noms qui sont annoncés, le FME ne perd pas du tout sa mission initiale qui est de mettre de l'avant la musique émergente avant tout. On l'a toujours fait d'avoir des artistes qui sont un peu plus connus en sachant que ce n'est pas notre mission première. Tu vois, aujourd'hui, on a annoncé 12 noms, mais c'est 12 noms sur 70 à 80 artistes. Puis sur les 12 noms qu'on a envoyés, il y en a quelques-uns qui sont plus connus.
mais il y en a aussi qui sont vraiment de la vraie découverte pour tout le monde. Puis d'avoir des artistes qui sont plus connus, bien, ça permet pour nous d'attirer les gens, puis de les inciter après ça à la découverte, puis aller voir des artistes avec qui ils sont peut-être moins familiers. Effectivement, pour nos 23 ans, mais comme à chaque année, surtout depuis qu'on a un gros site extérieur, on se souhaite du beau temps d'abord et avant tout. Mais on espère, souvent quand tu fais le festival de musique émergente, bien, on veut que les gens découvrent de la nouvelle musique. Fait qu'on veut qu'une fois qu'ils ont assisté aux spectacles gratuits ou à des spectacles payants, qui ont vu des artistes qui collaborent avec d'autres artistes, qui repartent avec une batch d'artistes qui ont aimé, qui vont écouter pendant le reste de l'année puis qui vont pouvoir partager avec les autres. Fait que ça fait en sorte que notre mission de découverte de la musique est 100% remplie. Fait que je pense qu'on ne peut pas se souhaiter plus que ça. Fait que ce qu'on veut, c'est du beau temps, des gens puis des découvertes musicales. Et Justine, l'un des événements les plus attendus de l'année par les enfants est de retour à la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Ah oui, c'est la nuit des toutous, Anthony. C'est une heure de conte spécial qui a lieu ce vendredi 13 juin à 18h30 à la bibliothèque de Rouyn-Noranda. C'est dans le cadre de la semaine de la paternité. Les enfants et leurs familles sont invités à la bibliothèque pour vivre un moment complètement magique qui est vraiment incrusté dans la littérature, mais aussi dans le plaisir et dans l'apprentissage. Emmenez vos enfants à la bibliothèque vendredi. C'est complètement gratuit. Vous n'avez même pas besoin de vous inscrire. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est amener votre enfant et son toutou préféré. La nuit des toutous, c'est un rassemblement familial qu'on fait. En fait, c'est une soirée d'heures de conte qu'on fait comme à l'habitude. Mais cette fois-là, les enfants apportent leur toutou. Ils ont droit à un toutou chacun et nous, on garde les toutous pour la nuit. Donc, l'équipe de l'animation, on s'assure qu'ils font une belle nuit, qu'ils ne foutent pas le bordel dans la bibliothèque. Fait que quand les enfants arrivent, ils assistent à l'heure du conte avec les parents et les toutous. Par la suite, ils viennent faire la routine du dodo. Donc, on brosse les dents des toutous, on peut prendre un temps pour leur raconter une histoire, puis ils les installe. On va avoir cette année des tentes, mais aussi un hôtel. Fait que eux, les enfants peuvent choisir à quel endroit ils vont se loger pour la nuit, puis ils nous laissent leur toutou, puis ils viennent le récupérer le lendemain matin. Les enfants pourront bien sûr récupérer leur toutou le lendemain et dans les jours qui suivront à la bibliothèque de Rouyn-Noranda. Et pendant cette soirée de la nuit des toutous, ils vont pouvoir assister à la toute première du conte L'Orage, qui est une histoire écrite par Isabelle Fortin-Rondeau et illustrée par Frédéric Lecourt, 2 artistes de Rouyn-Noranda. Alors, ça va être un super moment très spécial. C'est une soirée où vous allez vraiment plonger vos enfants dans le plaisir et vous allez avoir beaucoup de fun avec vos tout-petits. C'est un kamishibai géant. Donc, c'est vraiment une grande plateforme en bois qu'on utilise en conte avec des images qui sont rotatives, puis on raconte l'histoire. Et on a demandé à 2 artistes locaux de venir créer un conte pour nous. Donc, c'est Isabelle Fortin-Rondeau qui a composé un texte pour nous. Ça s'appelle L'Orage. C'est un texte magnifique. C'est nous qui l'avons sélectionné suite à la lecture. Je pense que toutes les familles vont se reconnaître. Donc, ça va être magnifique. Et on a la chance que les images soient faites par Frédéric Lecourt. Donc, elle a mis en image les textes d'Isabelle. Les 2 filles se sont rencontrées. Ils ont planifié ça ensemble. Donc, ça va être la première fois qu'on l'offre devant public. Donc, ça va être Isabelle elle-même qui va venir faire la lecture. Je vous rappelle que vous êtes entendus ce vendredi à 18h30 à la bibliothèque de Rouyn-Noranda pour la nuit des toutous avec vos enfants et leurs toutous préférés, bien sûr. Merci, Justine. On se revoit dans quelques minutes pour la météo. Et je crois que tu as des belles nouvelles pour nous. La rumeur dit qu'il y aurait du soleil en vue. Le capitaine des Forestiers d'Amos a été récompensé par le programme de bourse des Canadiens de Montréal. On vous donne les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, le capitaine des Forestiers d'Amos, Jérémy Jarret, est le récipiendaire pour la 18e édition du programme de bourse des Canadiens de Montréal via la Fondation Aléo. Il a donc reçu une bourse de 2 000 $ lundi pendant une cérémonie au Centre Bell. Au total, 75 000 $ en bourse et services ont été remis à 32 étudiants athlètes, dont 15 dans la Ligue M18 3A. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, le beau temps s'en vient.
Eh oui, Anthony, plus qu'une journée de pluie à endurer. Après ça, on va avoir du soleil en masse pour la fin de semaine. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit partout en région, on va avoir des averses avec des risques d'orage. Là, ça s'est calmé un petit peu, mais la pluie pourrait reprendre au courant de la soirée avec de bonnes rafales de vent, accompagnées d'un minimum de 7 degrés. Demain, en Abitibi, ce sera nuageux avec 40 de probabilité d'averse et un maximum de 11. Alors, ça va être quand même frisquet demain. Et au Témiscamingue, vous aurez une alternance de soleil et de nuages avec juste un petit 30 de probabilité d'averse en après-midi et un maximum de 13 degrés. Et je termine avec un aperçu pour jeudi sur l'ensemble du territoire. Le soleil sera enfin de retour partout en région avec un maximum de 16 degrés. Et je vous avertis, il y a un avis de gel qui a été émis pour la nuit de jeudi à vendredi. Alors, prévoyez déjà à devoir rentrer vos fleurs et aussi vos plants de tomates. Pas cette nuit, mais la nuit prochaine. On est donc passé en attente du beau temps. Merci beaucoup, Justine. Merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur TVA Abitibi-Témiscamingue, YouTube, X, Blue Sky, si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages et bulletins de nouvelles de nos collègues. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. C'est ma collègue Emilia Liberté qui sera de retour à la barre du TVA Nouvelles demain. D'ici là, prenez soin de vous.